là, allez, on enregistre et on est parti. Donc, si le son est correct, c'est parfait. Alors, les calories, ça fait quand même quelques vidéos qu'on fait là, hein, ensemble. Il y en a encore au moins 3 ou 4 en comptant celle-ci. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais commencer par synthétiser en fait tout ce qu'on a vu dans les 3 précédentes vidéos pour tirer déjà des applications concrètes. Et puis, je vais vous donner des exemples très concrets demain, 3 cas étudiés pour vous expliquer un petit peu l'évolution et comment on peut travailler avec ces personnes et comment on peut les aider et les guider. Et puis, aujourd'hui, je voudrais aborder plutôt une partie un peu technique. Alors, je vais parler de chiffres, mais comme je vais parler de chiffres, je vous donnerai des photos sur un PDF. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout écrire, parce que après, pour mémoriser, c'est moins facile. Donc, on va définir comment définir ses besoins en calories suivant son objectif. Donc, je suis désolée pour les autres, mais j'ai beaucoup parlé et beaucoup m'adresser aux personnes qui veulent perdre du poids, même si j'ai une partie prise de poids, parce que c'est là où il y a le plus à dire d'abord. Et puis, donc je vais commencer par résumer pour tout le monde, et puis après, on sera plus synthétique sur la perte de poids. Alors, surtout sur le sujet des calories, en fait. Donc, on a 3 cas de figure. On va les évoquer tous les 3. Soit vous voulez perdre du poids, soit vous voulez prendre du poids, soit vous voulez maintenir votre poids au même niveau, c'est-à-dire constant toute l'année. Et alors peut-être faire une précision importante rapidement. Ouais, bon. De toute façon, si vous avez la vidéo en replay, vous mettez un MP ou quelque chose comme ça, je vous enverrai le PDF en Messenger. D'accord? En fait, c'est un PDF qui va résumer ce que je vais vous montrer dans les slides aujourd'hui et puis aussi demain. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de chiffres quand même, donc autant que vous ayez un screen et un support. Donc, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore une fois, ici, il n'y a aucune obligation à compter précisément ces calories. On va en reparler lorsqu'on abordera tout ce qu'il faut vraiment faire pratiquement en dehors de cet aspect je ne sais pas si ça se dit, de comptage des calories. Mais comme je l'ai dit là dans celles qu'on vient de faire, il y a 2 cas de figure en fait où ça peut être intéressant ou en tout cas utile de compter ces calories. C'est d'une part si vous voulez prendre de la masse musculaire, parce que c'est pas évident de se rendre compte si vraiment on mange assez ou pas. Et puis, donc c'est intéressant aussi, par exemple, pour les gens qui sont en anorexie, pour pouvoir leur faire prendre progressivement du poids. Et puis, d'autre part, si on veut perdre du poids avec un léger déficit calorique, parce que plus le déficit est faible, en fait, plus c'est compliqué de déterminer comme ça à l'œil nu. Et alors, je vais vous en parler là tout de suite, mais si vous voulez compter les calories, ce n'est pas une fin en soi. D'accord? C'est juste un outil ponctuel pour avoir une idée précise de notre situation actuelle, notre situation de départ, et de ce que ça représente si on doit enlever ou ajouter donc un petit déficit ou un petit surplus. Je peux rappeler aussi que peut-être que pour connaître les calories de maintenance, je ne sais pas si ça se dit ça, mais de maintien de poids, voilà, c'est-à-dire la quantité moyenne dont vous avez besoin pour maintenir votre poids constant et le plus équilibré possible au jour le jour, c'est de compter vos calories pendant 15 jours, de faire la moyenne à la fin, en vérifiant évidemment que votre poids a été stable pendant ces 15 jours et que on sait qu'il y a des petites variations à la fois et en termes de poids et en termes de calories ou
de prise calorique ou pas sur une journée, d'une journée à l'autre, si on est invité, si on a un dessert, si on n'a pas de dessert. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une espèce de moyenne sur 15 jours. Et le plus simple, je vous l'ai déjà dit, c'est d'utiliser des applications mobiles comme MyFitnessPal ou bien Chronometer. Alors, c'est évident, si vous voulez juste maintenir votre poids stable, vous n'avez pas besoin de calculer. Gardez juste en tête que si dans les prochains mois, vous modifiez un petit peu votre alimentation ou votre activité physique, avec tout ce que vous aurez entendu au fil de nos vidéos, c'est toujours possible que, sans vraiment vous en rendre compte, en fait, vous perdiez un petit peu de poids, un petit peu de gras, surtout si vous avez, par exemple, je ne sais pas, augmenté la quantité de fibres, augmenté la quantité de protéines, la quantité de fruits et légumes, ou bien limiter ce qui restait encore de produits transformés de vos placards dans votre alimentation. Donc, si ça arrive et que ce n'était pas votre objectif, eh bien, il faudra simplement réajuster les quantités à la hausse par rapport à ce que vous mangez. Un autre point à garder toujours en tête, c'est que tout n'est pas qu'une question de perte de poids dans la globalité. Le but, lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, enfin qu'on a besoin de perdre du poids, c'est avant tout, vous êtes d'accord avec moi, de perdre uniquement de la masse grasse. D'accord? Si en parallèle vous êtes mis au sport, ou alors plutôt peut-être un sport de force ou en tout cas un sport de musculation, de renforcement musculaire, et que vous gagnez en masse musculaire, votre poids va pouvoir rester totalement stable parce que vous allez gagner en masse musculaire, mais vous allez perdre autant en masse grasse. Et donc, le fait de prendre du muscle, vous allez avoir un poids totalement normal et constant. C'est surtout ça qui est important. Alors, ce n'est pas forcément la même signification si vous prenez plutôt du gras que du muscle. L'effet n'est pas le même si on est en prise de poids. Donc, si vous souhaitez prendre un peu de poids, un peu de masse musculaire, alors, il peut y avoir plusieurs raisons déjà à la base. La plus évidente, et pour les pratiquants des sports de force qui veulent continuer en fait à progresser en prenant de la masse musculaire, ça va être d'être plus performant peut-être au niveau sport. La deuxième raison courante, c'est que vous considérez que peut-être vous êtes trop mince, sachant que c'est qu'un jugement qui vous est personnel, hein. Donc il n'y a pas que l'IMC qui rentre en compte. Il y a bien d'autres paramètres, à commencer évidemment par le taux de masse grasse sur la balance, mais aussi les gens qui sont trop minces, et là je ne parle pas de physiquement, je parle de physiologiquement, c'est-à-dire pour les organes, etc., eh bien ça va entraîner des fatigues chroniques, ça va entraîner des fringales permanentes. Après, il y a d'autres signes qui peuvent indiquer que les personnes ne mangent pas assez par rapport à leur corpulence ou par rapport à leurs dépenses sur la journée. Vous repensez un peu au NEAT. Alors, peut-être que je peux faire un focus pour vous parler parce que c'est principalement chez les femmes que ça se voit dans le domaine du sport, en tout cas à 92%. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de dire majoritairement. Il y a des femmes, parmi les personnes qui m'écoutent, qu'on appelle qui souffrent de ce qu'on appelle la triade de l'athlète féminine. C'est le fait que chez certaines sportives, notamment pour les sports à catégorie de poids, vous savez, la boxe, etc., mais aussi dans le mannequinat ou bien dans la gymnastique. Donc, ceux qui demandent de garder un physique très sec et donc un très bon rapport poids-puissance, je pense à la gymnastique, il peut y avoir un contrôle de poids et un contrôle des calories qui est trop extrême et qui entraîne en fait une sous-alimentation chronique et donc un déficit calorique trop important, trop prolongé.
et même quand il n'y a pas de poids à perdre, ce qui peut entraîner certains troubles du comportement alimentaire, mais aussi de l'aménorrhée. Alors l'aménorrhée, c'est l'absence de règles qui est un très 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 bon indicateur médicalement parlant d'une masse grasse trop faible. Et si c'est prolongé, ça peut engendrer par exemple des problèmes de fertilité. Voilà, un petit peu ce genre de personnes. C'est ce qu'on appelle la triade de l'athlète féminine. Mais ça se retrouve aussi chez des personnes qui sont en anorexie. D'accord ? Et puis, le troisième problème de ces personnes-là, médicalement parlant, c'est que ça entraîne des problèmes d'ostéoporose, puisque en fait, la sous-nutrition, pardon, est d'abord dommageable au niveau des organes, mais ensuite sur la densité osseuse. Donc, pour toutes celles, alors je vais dire ceux, parce qu'il y a aussi quelques hommes, mais pour toutes celles et ceux qui s'entraînent très régulièrement, qui ont du mal à bien récupérer, qui souffrent d'un des symptômes là que je viens d'évoquer, il faut vraiment se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas manger un peu plus que ce qu'ils font actuellement, en fait, que ce que vous faites au quotidien. Donc, si j'en reviens maintenant à mon sujet principal, si vous voulez prendre du poids, prendre de la masse musculaire, eh bien, il faut savoir déterminer à quel rythme. Donc, je vais vous partager un slide que je pourrais vous donner à la fin si vous le souhaitez. Hop là. Alors, partager. Voilà. Vous me dites si l'écran se partage correctement, hein, d'accord? Ça arrive. Parfait. Super. Donc, quel surplus pour prendre du poids, sachant qu'après, je vais vous faire pour perdre du poids, d'accord? Eh bien, si vous souhaitez prendre du poids, il suffit, alors bon, déjà un rappel évident, pour prendre majoritairement du poids, c'est mieux de prendre du muscle hein, plutôt que du gras, puisque c'est quand même l'objectif, à moins d'avoir vraiment un taux de masse grasse, comme je viens de l'évoquer, très très faible, c'est-à-dire inférieur à 6% de masse grasse corporelle, qui est le pronostic vital, eh bien, il vous faut vraiment adapter. Alors, encore une fois, hein, les programmes sportifs ne sont pas le sujet de ma formation, le pouvoir de l'alimentation, mais je rappelle juste une évidence. Pour prendre du muscle, il faut un minimum de volume et ce n'est pas en faisant, par exemple, 10 pompes par semaine que vous allez réussir à prendre du muscle. D'accord? Donc, si on part du principe que vous suivez en salle ou avec un coach un bon programme qui vous est adapté, que vous pouvez vous fixer des objectifs sains, eh bien, vous pouvez alors vous fixer des objectifs de prendre entre 0,25 et 0,5% de votre poids total par semaine. Au-delà de ça, vous risquez d'avoir un ratio muscle-gras, muscle-gras pris, en fait, défavorable. C'est-à-dire prendre plus de gras que de muscles. Parce que si, par exemple, vous pesez, je sais pas, 80 kg et que ça correspond à une prise, donc on a dit entre 0,25 et 0,5, ça va faire 200 à 400 grammes de prise de poids de muscle par semaine. Ce qui est déjà énorme. Hein. Si on avait des athlètes sur la page, enfin sur le live, là, qui pouvaient mettre des commentaires en salle quand on fait prendre du poids aux gens, quand on leur dit qu'ils vont prendre 400 grammes par semaine, c'est pas mal. Mais exactement comme pour la perte de poids, en fait, la prise de poids n'est pas quelque chose qui peut rester constant ou linéaire, d'accord, en permanence. Au bout d'un moment, vous allez arriver à ce qu'on appelle une phase plateau. Comme règle très générale, d'une part, ça peut demander déjà au moins 3 semaines avant de commencer à prendre du poids.
d'accord, à prendre du muscle, à partir du moment où on commence un programme et physique et nutritionnel. Et si vous faites bien les choses, vous allez arriver à un moment à limiter en fait les phases de prise de poids parce que vous allez arriver en stabilisation. Alors, l'idéal, c'est de faire des cycles, en fait, des cycles qui durent 16 semaines pour les pratiquants déjà confirmés, vous savez, les gens qui font déjà du sport en salle, qui ont déjà des prises de poids, etc., qui ont déjà fait du sport, et 24 semaines pour les débutants. Donc, parce qu'ils ont beaucoup plus de marge, forcément, de progression, puisqu'ils ne faisaient pas d'activité physique avant et ils n'avaient pas une nutrition adaptée. Ce qui fait que sur ces cycles, en fait, le mieux, c'est de se limiter à prendre 5% de son poids total, d'accord? Donc, si on était sur quelqu'un de 80 kg, et si on est un sportif confirmé, et peut-être 10% si on est un vrai débutant, sachant évidemment que vous pouvez faire des cycles de prise de poids de façon régulière, exactement comme la perte de poids. Après une période de pause, et donc enfin, au niveau quantité, vous pourrez commencer par augmenter vos calories, si on parle de 5 à 10% de vos besoins quotidiens, sachant que vous pouvez les augmenter au minimum de 100 à 150 grammes, enfin kilocalories plutôt, par jour, parce que sinon vous êtes dans la marge, si vous faites en dessous de 150 calories par jour, franchement, 50 calories par jour, ça ne se voit pas, vous êtes dans la marge d'erreur. Donc il faut au moins l'augmenter de 150 calories. Et si vous êtes dans la marge d'erreur, c'est-à-dire les 50 calories, vous n'allez pas avoir d'effet en fait si vous êtes en dessous des 100 calories par jour, pris en plus. D'accord? Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un problème si on prend du poids trop vite ou trop longtemps, ou bien alors trop rapidement? Les gens qui sortent je sais pas, qui sont déjà des sportifs confirmés et puis qui, en 3 semaines ou un mois, viennent te dire « Oh, j'ai pris 6 kilos de masse musculaire. » Voilà, ils ont peut-être pris 6 kilos, mais sûrement pas de masse musculaire. D'accord? Donc oui, il y a le danger de faire une prise trop rapide. Quand on prend du poids, nos cellules… Alors, je vais vous montrer, j'ai une photo, j'ai fait un petit dessin. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Pas encore. Non, c'est toujours le pourquoi. Ah, ça n'a pas changé le partage? Non. Alors, comment je fais? J'arrête le partage, je ferme la première diapo. Hop, voilà, et je laisse l'autre. Et je fais un nouveau écran partagé. Hop, partagé. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, super. Donc, en fait, le risque d'une prise de poids trop rapide et importante, c'est que, et là, on parle en général, hein, donc même quelqu'un qui a un objectif de prise de masse musculaire, s'il a une prise de poids trop rapide, eh bien, les cellules existantes qu'on nomme, enfin les cellules graisseuses existantes que l'on nomme les adipocytes, d'accord, vont d'abord augmenter de volume jusqu'à se remplir complètement, sauf qu'au bout d'un moment, une fois qu'elles sont pleines, elles vont se multiplier. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie adipocitaire. Et catastrophe parce que malheureusement, une fois ces adipocytes qui sont créés, elles restent pour toute la vie. Alors, c'est quoi la conséquence d'avoir multiplié ces adipocytes? C'est que ça augmente l'appétit au fil du temps et puis ça facilite l'adipocyte, la prise de poids, puisque d'abord, si on multiplie nos cellules graisseuses, elles vont elles aussi à nouveau se remplir et donc ça va nous faire plus de volume.
Ce qui fait que quand on perd du poids, eh bien, on a toujours ce nombre d'adipocytes sur le corps, ce qui complique la perte de poids en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de faire des prises de poids ou des prises de masse en musculation où les gens mangent un très très gros surplus calorique en prenant à la fois du gras et du muscle en pensant que… Alors j'ai déjà entendu des bodybuilders me dire « Ouais mais c'est pas grave, c'est pour grossir sur la balance, je vais prendre et du gras et du muscle et puis derrière je ferai une sèche ». Super. Voilà, sauf que les adipocytes sont là et qu'après, on ne peut plus s'en débarrasser. Parce qu'ils vont avoir multiplié leur taux d'adipocytes. Donc, le risque, c'est d'augmenter et de perdre du gras par la suite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu je me demande si ce n'était pas Cabu qui avait fait ce dessin-là, où il montrait des gars dans une salle de muscu, super musclés, etc., à 20 ou 30 ans. Et puis après, il les montrait à 40 et 50 ans et tous les muscles qui étaient là étaient retombés sur la bedaine. J'ai jamais vu ces photos humoristiques. Il me semble que c'était dans Pilote que j'avais vu ça. Ça doit être Cabu qui devait dessiner ce genre de truc. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris trop de masse trop vite et donc ils ont doublé leurs adipocytes et ils se sont retrouvés avec du gras après. Voilà, donc il est préférable d'y aller plus lentement en essayant de prendre majoritairement du tissu musculaire. Alors maintenant, on va passer à la période, à la partie perte du poids. Tout d'abord, faut-il avoir un gros déficit, exactement comme la prise de poids qu'on vient de faire, pour perdre rapidement, ou un petit déficit qui va nous faire perdre plus lentement? Alors, est-ce que déjà vous voudriez répondre à cette question-là? Oui, je pense que c'est perdre lentement, toujours mieux. Tu penses que c'est perdre lentement? Est-ce Bien qu'il y a sûr. quelqu'un qui a une autre idée, les filles? Il n'y a que des filles sur l'appel. Non, lentement, c'est mieux. Perdre lentement, c'est mieux. Ok, alors je vais vous repartager. Physiquement. Explique-nous pourquoi. Voilà. Ok. Vous voyez le tableau? Oui, oui. Ouais. Donc, en fait, il existe beaucoup de travaux qui ont fait ce type d'analyse. Donc, il y a celle dont je vais vous parler maintenant, c'est une étude qui a été faite en 2009, qui avait comparé deux groupes de personnes en surpoids et en obésité, à qui on avait fourni tous les repas, tous les jours, pendant 6 mois. Et sur un premier groupe, en fait, on avait réduit leur taux calorique par rapport à ce qu'ils consommaient avant de 10%. Et puis pour le second groupe, on avait réduit de 30%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a analysé à nouveau les 6 mois qui ont suivi quand ils sont retournés chez eux, enfin quand ils ont commencé à se repréparer eux-mêmes leurs repas. Eh bien, les patients du deuxième groupe ont trouvé beaucoup trop difficile de maintenir le déficit de 30% et sont remontés tout de suite, naturellement, à un déficit de seulement 15%. Alors que le groupe des 10%, lui, a maintenu, voire même pour 48% d'entre eux, ont baissé encore un peu naturellement pour tourner toute l'année à entre 16 et moins 18% de déficit au bout d'une année. Et donc, pour résumer, si le déficit est là aussi trop important, eh bien en fait, ça va être la frustration, vous savez, la restriction qui va être trop difficile à suivre. Et il ne va pas y avoir, ou alors ça va finir par, si on est trop frustré, vous savez, si on est trop dans la restriction, eh bien notre cerveau fait bug et il va y avoir un système de, comment je peux dire, un système de rebond, un système de compensation en fait. Il faut donc trouver un équilibre avec un déficit qui soit soutenable déjà, sans trop d'effort mental. Vous savez que c'est lui qui nous dirige, c'est notre cerveau. Et, ce qui fait que le niveau en fait, de déficit va être quelque chose
qui va être personnel à chacun déjà. Ça, c'est important de le comprendre, surtout quand on est coach. Donc là, sur le tableau, ça peut vous servir de base, sachant que c'est à titre très informatif, d'accord? Ce ne sont pas des chiffres absolus. Mais comme vous pouvez le voir, un petit déficit calorique, donc entre 4 et 8%, peut permettre une perte de poids de à peu près 0,5% de son poids total par semaine. Ça veut dire que si par exemple on pèse, je sais pas, 70 kilos, que vous mangez naturellement 2500 calories par jour, eh bien, quand vous êtes en maintien de poids, pour perdre du poids, vous allez enlever entre 100 et 200 calories de votre alimentation. Ça tourne à peu près autour de ce qu'on avait vu pour la prise de poids, hein, d'accord? Et cette fois-là, vous l'enlevez pour perdre du poids et vous pourrez alors espérer perdre entre 200 et 300 grammes par semaine, ce qui va vous faire au total 1,5 kg sur le mois, à 2 kg selon les personnes. Alors, demain, vraiment, je vais vous détailler 3 cas. Je vais vous faire des exemples qui sont très parlants, chiffrés, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que plus vous avez une masse grasse importante à perdre, plus vous pouvez viser un déficit un peu plus important que les 4 à 8%, d'accord? Alors, ça va à l'inverse de ce que je viens de dire, d'accord? Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors, il y a 3 raisons en fait. La première, donc premièrement, c'est plus vous êtes en surpoids, moins il y a de chances que votre performance sportive soit votre priorité. D'accord? Donc, numéro 1, à court terme, l'objectif n'est pas la performance sportive, c'est la perte de poids. Donc, même si vous êtes un sportif de haut niveau, ce sera moins grave pour vous d'avoir dans un premier temps un impact légèrement négatif sur vos performances sportives, physiques, par rapport à votre masse musculaire. Et même si, rappelez-vous la vidéo que j'ai faite sur le sport, je crois que c'était samedi, donc j'insiste à nouveau très très fortement, pour que vous pratiquiez un minimum de renforcement musculaire chaque semaine, donc soit de la musculation, soit en gainage, hein, donc sous la forme que vous voulez, peu importe la forme, comme ce matin. Ce matin, c'était un très bon exemple de renforcement musculaire, ce qu'on a fait avec la chaise. Hein. Donc, pendant la phase de perte de poids, vous avez besoin, si vous avez beaucoup de poids à perdre, de diminuer vos calories de façon un peu plus costaud. D'accord? Comme aller de 8 à 16, voire de 12 à 24% au maximum. Parce que c'est sûr que ça aura une incidence sur votre performance physique et sportive, mais ce n'est pas votre premier objectif. La deuxième raison, c'est que pour qu'une perte de poids ne soit pas trop longue, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui fait 75 kg, son objectif c'est de perdre et d'être à 65 kg, 10 kg, c'est quelque chose qu'on peut étaler facilement sur 6 à 8 mois. C'est quelque chose qui est imaginable pour la personne. Mais si vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui a 30, 40, 50 kg à perdre, si vous lui dites qu'elle va en avoir pour 15 ans, la motivation, elle va tomber. Donc, on peut travailler sur une période de perte de poids plus forte au départ, à condition de l'adapter et d'expliquer en fait qu'il va y avoir des phases plateaux et que ces phases plateaux sont normales puisque c'est une adaptation variable de l'individu pour restructurer son corps en fait, pour éviter d'avoir tout ce qu'on appelle cet excès de peau. Donc, si vous avez beaucoup de poids à perdre, il faut trouver le juste équilibre en fait entre un déficit qui ne va pas être trop difficile à supporter mentalement et qui soit suffisant pour avoir une belle perte de poids, elle aussi suffisante pour maintenir votre taux de motivation important. Et puis, on peut ajouter une troisième raison, en fait, c'est que plus le déficit est faible, plus c'est difficile d'être vraiment certain de maintenir son déficit au quotidien, et donc plus il sera nécessaire de compter les calories. À l'inverse,
si vous réduisez les calories de manière un peu plus importante, ce sera plus facile d'estimer le déficit, même à l'œil nu en fait. Hein. Donc, pas avoir à compter vos calories très précisément. Donc, demain, vraiment, je vous donnerai 3 exemples pour vous montrer à quoi ces pourcentages peuvent correspondre en termes d'alimentation. Sur des cas concrets, il faut juste que vous gardiez en fait un point très important en tête. Comme je l'ai déjà dit, en fait, nos corps s'adaptent à notre perte de poids ou à notre prise de poids par rapport à ce qu'on lui inflige au bout d'un moment, puisqu'il va diminuer notre métabolisme ou augmenter notre métabolisme. Donc, vous avez compris que quand on est en prise de poids, l'augmentation du métabolisme fait que ça bloque la prise de poids. Et quand on est en perte de poids, la diminution de notre métabolisme fait que ça bloque la perte de poids. D'accord? Donc, toujours avoir une activité physique non sportive constante sur la journée, ça va nous aider à perdre notre poids et on peut travailler là-dessus, en fait. D'accord? Même quand on est en phase de plateau. De toute façon, prise ou perte, c'est jamais linéaire. Donc, forcément, il faut que ça dure dans le temps. Et puis, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, demain, on verra comment remédier avec des exemples concrets. Ça vous va? Oui, très bien. Est-ce que vous avez un peu plus compris cette histoire de déficit? Je vais peut-être aller faire un tour sur Facebook, savoir si y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, mais peut-être insolite. Tu as dit qu'il n'y avait aucun moyen de supprimer les adipocytes. Il n'y a vraiment, vraiment rien à faire. Non, une fois qu'ils sont là, d'abord, c'est vital, puisque c'est ce qui permet le transport des hormones, et c'est pour ça que je suis contre les régimes en graisse. D'accord. Oui. Et puis, c'est ce qui fait, par exemple, que les femmes ont plus de graisse que les hommes. Qu'elles transportent leur graisse, la graisse hormonale, donc la graisse de la fertilité, l'hormone de la fertilité, pardon, les graisses. Donc, quelqu'un qui n'a eu que des filles aura plus de mal à perdre que quelqu'un qui a eu que des garçons. Ah. Ouais. J'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en fait, dans les adipocytes, merci, tu as l'hormone de la fertilité féminine. Donc, tu vas transmettre à ta fille par tes propres graisses l'hormone féminine de la fertilité. Voilà. Et si c'est un garçon? Eh ben, c'est les cellules thyroïdiennes et la testostérone transmise par le papa. Donc, c'est pas par les graisses. D'accord, ok. Voilà. D'autres fabrications. Ok. D'ailleurs, les hommes ont essentiellement de la graisse brune, ceux qui ont un côté féminin très développé, ou bien alors quand il y a des opérations, on fait des piqûres d'hormones pour les gens qui veulent changer de sexe, alors que les femmes ont une graisse brune et une graisse jaune. D'accord. Voilà. On peut les assécher. C'est plus difficile à déloger. On peut les assécher, ces cellules. On peut les assécher, tout à fait, mais on ne les fera pas mourir. Donc, c'est pour ça qu'il faut un contrôle. Et pour les gens qui pratiquent la liposuction, elles sont retirées, ces graisses? Asséchées. Elles sont… Non, on retire. Alors, est-ce qu'on retire la cellule souche ou est-ce qu'on retire que les graisses? Je pense que… Ah oui. Je ne me suis pas penchée sur la question, mais c'est une très bonne question, Pascal. Moi, je pense qu'elles sont asséchées parce qu'elles reprennent du gras après, toutes ces filles qui sont… Oui, c'est vrai. Les filles qui font de la liposuction, elles reprennent. Elles remplissent à nouveau. Enfin, moi, c'est mon bon sens qui me dit ça maintenant. Non, mais c'est effectif. Les personnes qui ont fait de la liposuction, au bout d'un certain temps, reprennent leur graisse. Si elles y prennent garde, oui. Si elles y prennent garde, oui. Oui, c'est ça. Si elles ne font pas de sport, programme nutrition, etc.
Ouais. N'est-ce pas, Christine? Mm. Oui, tu valides? Bon, alors c'est bien. Il faut faire attention à ce qu'on mange et oui, tout à fait. Oui. Oui, donc en fait, c'est pas la cellule souche que l'on retire, c'est juste le résultat. Alors, il faudrait creuser. Ouais. voilà, il faut que j'aille me renseigner parce que là, je ne peux pas affirmer quelque chose que je ne connais pas. Donc, je me renseignerai. J'essaierai d'avoir l'info pour le week-end. Ça vous va? D'accord. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben, je vous souhaite une excellente journée. Et Merci à toi. n'hésitez À pas toi aussi. à mettre des petits likes ou des petits mots sous la vidéo. Et je vous retrouve demain donc avec des exemples très, très concrets. Merci beaucoup. Merci. De rien, je vous en prie.